Professeur à l'Université Marie Curie, c'est mon premier métier. Et je suis professeur au Collège de France. D'accord. Donc j'ai la chaire qui s'appelle Développement durable, énergie, environnement et société. Et je suis président depuis maintenant 5 ans du Muséum national d'histoire naturelle. Oui. Et au départ, moi je suis endocrinologue. J'ai travaillé pendant 20 ans sur des questions, sur des poissons. Je m'intéressais beaucoup aux interrelations entre le milieu et puis ce qui m'intéresse, c'est ce qu'on appelle la physiologie environnementale. C'est quoi? C'est la relation entre un être vivant et ce qui l'entoure. La longueur du jour, la température de l'eau ou de l'air, la composition de l'eau ou de l'air, la présence d'oxygène. Donc tout ça, c'est comment est-ce que ceci, qui existe depuis que la Terre existe, avant que la vie n'apparaisse, contrôle le développement embryonnaire des espèces vivantes, la croissance et la reproduction. Voilà. Et moi, j'ai surtout appliqué ça à des poissons. Et puis donc, je suis passé en 2001 à ces questions de biodiversité, parce que j'avais lu un papier qui m'avait bouleversé dans la revue Science, qui disait en fait qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, l'humain est devenu la plus puissante force évolutive de la planète, après des centaines de millions d'années en fait, de contrôle par ces éléments que j'évoquais tout à l'heure. Donc voilà, en quelques mots, et donc je fais beaucoup de conférences, hein, je fais plus de 80 conférences par an, j'écris beaucoup de livres, j'écris beaucoup de papiers, voilà, c'est en gros en quelques mots ce que je fais. Voilà. Et je me bats beaucoup pour ces questions, il y a beaucoup de télé, beaucoup de radio aussi. Très bien. Écoute, merci en tout cas d'avoir accepté non, moi j'étais là, c'était bien. L'interview. J'aurais donc deux questions à vous poser, si vous voulez bien. La première, c'est savoir si le Muséum d'histoire naturelle peut jouer un rôle dans la revalorisation des visions holistiques du vivant. Oui, bien sûr. Alors, il faut voir ce qu'est le muséum. C'est une vieille maison, elle est créée en 1635 par un médecin. Donc elle est créée par le médecin du roi, Louis XIII. Et elle va être très valorisée par Louis XIV, qui était très amoureux des questions de nature, parce qu'en fait, les grandes expéditions naturalistes avaient ramené la quinine, qui va l'aider à traiter ses crises de paludisme. Il est attrapé de palud dans le sud de la France. Et donc, il va avoir un amour pour ces plantes, on sort des substances d'intérêt. Au départ, ça s'appelle le Jardin du Roi et des plantes médicinales. Et à la Révolution française, évidemment, le comte de Buffon décède un an avant, qui avait été pendant 30 ans intendant du roi. Et là, le chevalier de la Marque transforme le Jardin du Roi et des plantes médicinales en Muséum national d'histoire naturelle. Alors, pour répondre à votre question, oui, bien sûr, parce que ce muséum, depuis le début, a une mission au départ, donc d'emmagasiner des plantes, de les cultiver, de les faire connaître, d'aller chercher des substances d'intérêt, ça c'est un premier aspect, mais aussi de garder quelque part un témoignage de ce qui existe un peu partout. Et on va encourager à l'époque les grandes expéditions, les grands marins qui font le tour du monde, à ramener des plantes, des animaux, ce qu'aujourd'hui on regarde avec beaucoup plus, bien sûr, de précaution que ça. On ne ramène pas tout, parce qu'on a eu quelques soucis en ramenant tout partout. Ceci étant dit, ces collections, alors le Muséum d'histoire naturelle, c'est d'abord bien sûr un lieu de collection, ce sont les collections nationales naturalistes, tout type, y compris bien sûr humaines. Quand je parle le Muséum à Paris, c'est 70 millions d'objets. Alors, mon objet, ça peut être un papillon naturalisé, une plante d'un herbier, un crâne humain, un scalp d'Indien, une tête réduite de Givaro, tout ce que vous voulez. C'est ça l'objet. Les embryons dans les bouts. Tout ce que vous voulez, tout ce que vous voulez, un bout de tissu. Elles sont donc d'ethnologie, bien sûr, et puis c'est autant l'essence de l'homme que l'essence, bien sûr, naturelle classique que l'on connaît, puisque le muséum, c'est à la fois le jardin des plantes, c'est aussi le musée de l'homme, et c'est aussi le parc zoologique de Paris à Vincennes. C'est 12 sites en tout, avec des collections donc, comme on les entend, et vivantes avec des parcs et des jardins. Le jardin de Menton, par exemple, les stations marines de Concarneau et de Dinard. Donc, le but, ce muséum a 5 missions, et ça va bien répondre à votre question. La première, c'est la recherche scientifique, dédiée à ces aspects qu'on évoque. Ça, c'est clair. Je dirais qu'on a 5 mots-clés, nous, en recherche. Tout ce qu'on fait, c'est, bien sûr, géodiversité, l'apparition de la Terre, les minéraux, les roches, le volcanisme, les météorites. Deuxième mot-clé, c'est biodiversité, là on est en plein dedans. Alors la biodiversité, souvent je l'explique, c'est quoi? C'est simplement le moment dans l'histoire de la Terre où une cellule issue d'une chimie prébiotique antérieure s'est clonée, s'est séparée en 2 filles dans l'océan ancestral. Et là, elle part la biodiversité. Elle n'est pas du tout synonyme de nature. Dans la nature, vous avez aussi les minéraux, les roches, les falaises, le vent. C'est que la partie vivante de la nature. Le troisième mot-clé, c'est évolution. On est vraiment le temple de l'évolution en France, grand pourfendeur de créationnistes, parce que ça devient aussi chez nous, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Le quatrième aspect, c'est tout ce qui touche effectivement à l'adaptation. Comment on s'adapte, comment la vie apparaît, comment elle se prolonge, vers quoi elle va. Et le dernier mot-clé, c'est impact du changement global. C'est aujourd'hui comment on regarde tout ce qui change, y compris les aspects sociaux, politiques, économiques, influent sur ces aspects qu'on a évoqués. Donc recherche, deuxième mission enseignement.
Alors une mission d'enseignement, on est une toute petite université par rapport au grand frère qui est à côté, hein, Pierre et Marie Curie. Nous, c'est à peu près 400 étudiants, mais dans des disciplines très particulières et très transversales. C'est un peu, on a une très grande demande au muséum. On met des archéologues avec des philosophes avec des écologues avec des bus moléculaires. C'est très bien. Le muséum sait assez bien faire ça. La troisième mission évidente, ce sont les collections que j'évoquais, puisque c'est donc le patrimoine national. C'est à la fois un fabuleux archivage du passé, une connaissance du présent et peut-être une prévision de l'avenir. Le quatrième aspect, c'est l'expertise. Le muséum, c'est à peu près 1000 avis par an à l'État français. Qu'est-ce qui se passe si la route 32 passe dans la forêt 23, si j'étends le port du Havre, si la ville de Calais, voilà. Et la dernière mission, évidemment, c'est un musée, c'est la dissémination, c'est la diffusion. C'est donc un grand musée d'histoire naturelle, avec aujourd'hui donc le site du Jardin des Plantes, avec les galeries de l'évolution, la galerie d'anatomie comparée, la galerie de botanique, qu'on vient de réouvrir avec le plus grand herbier au monde, à Paris. Aujourd'hui, on a 8 millions de planches d'herbier, qu'on a réouvert au public la semaine dernière, c'est tout récent. C'est aussi la minéralogie, la géologie, c'est aussi les grandes serres. Tout ça, c'est la partie... En gros, le muséum, c'est 2000 personnes, 1000 en recherche et enseignement, et 1000 en diffusion, en muséographie. C'est 12 sites, je disais tout à l'heure, et c'est également à peu près, on peut dire, 5 millions de visiteurs par an, sur tous les sites. Voilà, donc notre mission, c'est de montrer aux visiteurs quel est l'état de la situation sur la planète aujourd'hui, et de susciter des questions. En fait, je suis plus intéressé par le fait qu'à la fin d'une visite, ils vont se poser des questions qui ne se posaient pas avant, qu'uniquement faire de l'information. Tout ça est lié sur les grandes questions actuelles. Alors, justement, toutes ces connaissances de vos laboratoires intéressent-elles les industriels? Oui, bien sûr, de plus en plus. Et ça crée des collaborations, ça crée des partenariats. Oui. Comment ça se passe? Alors, il peut y avoir du partenariat, disons, classique, évident, de mécénat, où des gens sont intéressés effectivement à associer une image de marque, d'entreprise, à l'achat d'un très beau minéral qu'on va acheter dans une bourse quelque part aux États-Unis ou ailleurs. Total nous a financé par exemple pas mal d'achats de minéraux comme ça. Mais en dehors de ce mécénat, on va s'associer aussi à une exposition, par exemple, sur la galerie des enfants pour la paléontologie, des choses comme ça. L'herbier aussi qui s'est ouvert. Il y a toute une relation plus technique et scientifique, en fait, je dirais technologique, d'usage des connaissances en fait de ces collections pour aller effectivement vers l'élaboration de produits. Et la trilogie, d'ailleurs pour moi c'est la seule trilogie qui sauvera le système actuellement, on n'en a pas d'autres. Je ne crois plus aux États. Quand vous avez un État qui a 2000 milliards d'euros de dette, qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse en matière de création d'emplois? Donc ça va être la trilogie, le chercheur fondamental qui fait sa recherche fondamentale et qui donc a une très grande liberté pour faire ce qu'il a envie de faire. L'ingénieur qui va transformer ses connaissances en technologie et l'entreprise. Et cette trilogie-là, en fait, marche de plus en plus. Ça a eu beaucoup de difficultés en France à partir parce que c'était pas dans la norme, en fait, chez nous. C'est passé maintenant beaucoup mieux. Et c'est là qu'effectivement, on a de plus en plus du contact aujourd'hui avec l'industrie. Que ce soit des PME ou des grands groupes, d'ailleurs. Est-ce que ce sont eux qui aident aujourd'hui au financement du muséum? Malheureusement, pas beaucoup. Pas beaucoup. C'est les subventions publiques. Et on manque dramatiquement d'argent, ça c'est clair. Ouais. Dans un État aujourd'hui où... Par exemple, je prends un exemple. Moi, ça fait 5 ans que je suis à la présidence de l'établissement. J'avais une idée en arrivant, c'était de refaire la paléontologie et l'anatomie comparée. Je n'ai pas eu 1 euro. Il faut 100 millions d'euros. Le musée de l'Homme, il va coûter 100 millions d'euros. On va le rouvrir en 2015. Le zoo de Vincennes, c'est 200 millions d'euros. Il va rouvrir l'an prochain. C'est infini. En plus, on est dans des structures extrêmement anciennes, toutes classées. Dès qu'on fait le moindre travail, ça coûte une fortune. On est extrêmement à l'étroit. Il y a des chercheurs, ils sont à 15 par pièce. Donc il y a vraiment de réels problèmes de financement. Et en France, l'apport du mécénat est quand même très limité. C'est pas dans les mœurs des Français. Ça marche pas très bien. Donc pour vous, cette collaboration avec l'industriel est quand même essentielle, non pas uniquement sur l'innovation ou sur la transmission des savoirs et des connaissances, mais aussi sur le moyen de pérenniser le travail qui est fait. Oui, on en a besoin, c'est sûr, aujourd'hui. Alors le problème après, c'est de voir effectivement comment on associe un chercheur public, donc par nature et définition, le travail est ouvert à tous, à des travaux effectivement où il puisse y avoir des critères par exemple de confidentialité, tout ça se négocie, se discute, ça dépend effectivement des capacités après à diffuser par la suite. Alors, dernière question, les naturalistes cohabitent-ils mieux aujourd'hui avec les molécularistes? Oui, ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Oui, on en a besoin. Et comme je dis souvent, pour moi la biologie moléculaire c'est comme l'anglais, c'est un outil de travail, c'est pas un but en soi.
il y a eu quelques beaux travaux de recherche fondamentale, hein, comme des beaux prix Nobel en France. Hein. Le trio, le Wolfram de Jacob, c'est comme des grands de la biologie moléculaire qui l'ont lancé. Hein. Pierre Chambon à Strasbourg, Jules Hoffmann qui a eu son prix il y a 2 ans. Non, c'est vraiment le fait de démontrer. Je donne un exemple précis qui me concerne moi-même. On travaillait, moi je suis endocrinologue au départ, on travaillait sur les hormones du cerveau, de l'hypophyse de poisson, et à l'époque, avant les années 90, on allait chercher 800 hypophyses de saumon dans les piscicultures aux États-Unis, on ramenait ça en France, on purifiait au bout de quelques temps la substance, on en avait une poudre blanche de quelques milligrammes, ça prenait 3 ans. Bah avec l'approche moléculaire à partir de 90, on ne va vraiment pas chercher la protéine, mais le gène qui code cette protéine, et avec 3 hypophyses de 3 turbos, je fais la même chose en quelques semaines. Donc tout ça, je crois que c'est important à noter. Donc c'est un outil pour moi, et aujourd'hui pour avancer en fait, sur le système, c'est que en systématique, en taxonomie, qui sont des disciplines de base, hein, classer les êtres vivants entre eux, il nous faut des outils moléculaires. Surtout pour le monde des bactéries. Hein. Aujourd'hui, une bactérie, elle n'a pas de couleur, elle n'a pas de forme, elle fait ce qu'elle veut. Ça change sans arrêt en fonction du milieu dans lequel elle est. Donc il nous faut une signature génétique. Donc on fait beaucoup ce qu'on appelle le barcoding of life, où on va transposer chaque être vivant selon un barcode, comme quand on va faire nos courses au supermarché. Hein. Et donc on associe aujourd'hui à l'animal qu'on va archiver, ou à la plante, ou à la bactérie, un barcode à côté. On a séquencé une vingtaine de gènes dans le noyau et la mitochondrie quand on prend des espèces qui sont purissées, qui sont, comment dirais-je, chez les eucaryotes. Et on va effectivement, comme ça, caractériser le vivant. Donc on a énormément de symbiose extrêmement forte entre la biologie moléculaire et les outils antérieurs. Mais il faut les deux. Si je fais que du moléculaire, et si je ne sais pas que mon truc au départ ça ressemble à un hérisson, j'avancerai pas. Mais si je sais qu'il ressemble à un hérisson, parce que je connais les hérissons, et que je fais du moléculaire dessus, je montrerai qu'entre ces 2 hérissons-là, c'est pas la même chose, et ceux qui sont différents, c'est la même chose. Donc c'est très important. On prend des grenouilles, par exemple, qui sont incroyablement ressemblantes. Ils ont la même tâche au même endroit, et c'est pas les mêmes gènes non plus. Vous voyez, donc tous les jours, il faut une association intime entre la biologie moléculaire et le reste, l'écologie, la biologie, la zoologie, la botanique, avec une image derrière, c'est que tout ceci est fait dans le même sens, bien sûr. Hein. Mais il ne faut surtout pas ne travailler qu'au travers le réductionnisme de la biologie moléculaire uniquement. On va avoir maintenant archivé des milliards de données de gènes. Il faut revenir quand même à ce qui existe. Hein. Et c'est là que justement on a une opposition au moins philosophique entre la bio-inspiration et le biomimétisme. On va chercher dans le vivant, nous, des observations de forme, de taille, de couleur, tout ce que vous voulez, hein, de process qui fonctionnent, ou de gestion de déchets, par exemple. Et pas uniquement se dire, je réinvente tout demain, je refais mes bactéries qui vont être utiles uniquement à l'humain, je ne vous raconte pas à quoi ça va mener, ça. Qu'on fasse des travaux fondamentaux, oui, mais c'est la philosophie qui va avec qui peut être assez inquiétante. Arrêtons de tout vouloir réinventer. Soyons beaucoup moins arrogants et ça marchera beaucoup mieux.